Une équipe de Netflix ou je sais pas quoi, elle pourrait pas arriver là et se mettre au milieu d'un début d'émeute avec ses grosses caméras et ses grosses bottes et je sais pas quoi en fait. Mais là aussi du coup il y a un truc de point de vue qui est complètement lié à où est-ce que tu te positionnes dans la lutte des classes quoi. D'où est-ce que tu prends tes images, c'est d'où est-ce que tu vis, d'où est-ce que tu survis, d'où est-ce que tu combats et à qui tu veux parler aussi quoi. Bienvenue à ce nouvel épisode donc, qui relève du document. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Mathieu Rigouste. Salut, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va, merci. Et Caro de Marade. Salut. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour parler donc de ton film, Mathieu. Nous sommes des Champs de Bataille qui s'intéressent aux questions de l'armement, des violences policières, de tout ce que j'appelle la guerre policière et des luttes contre cette guerre-là. Donc tu es essayiste, sociologue et chercheur indépendant. On est très heureux aussi de parler de ce film parce que dernièrement en Suisse c'est déplié des violences policières qui ont eu valeur exceptionnelle, en tout cas pour la Suisse. Nous avons eu tout d'abord donc dans les manifestations, la répression policière a été extrêmement forte, que ce soit à Lausanne, à Genève ou dernièrement à Berne, où 500 personnes ont été nassées pendant plus de 10 heures en étant privées d'eau, de nourriture et d'accès aux sanitaires. Mais nous avons aussi, ici dans le canton de Vaud, trois personnes sont mortes cet été entre les mains de la police, Marvin, Camilla et Michael. Et donc aussi nous avons eu tout un tas de scandales qui se sont dépliés et on trouvait en tout cas, on considérait que c'était important de parler de ce film, de parler de ces questions policières à travers ton film Mathieu et ton travail aussi d'essayiste. Peut-être on pourrait du coup parler, parce que l'idée c'était un peu de prendre ton documentaire comme point de départ de cette discussion et peut-être commencer par le tout début de pourquoi tu as fait ce documentaire et à quoi il te sert. J'ai l'impression que tu vas beaucoup le présenter, c'est une opportunité pour créer des discussions, ce qui permet aussi peut-être Caro à toi d'expliquer pourquoi tu voulais inviter Mathieu et présenter son film aussi peut-être. Oui, moi j'ai vu ce film à Marseille à l'occasion de rencontres, c'était Femmes contre l'armement, dans tout ce contexte qui s'organise autour du Salon du Bourget. Du coup, oui, ça parlait, comme tu disais, donner au fond du sens à quelque chose qui peut paraître totalement insensé, parce qu'on assiste très clairement à cette militarisation. Je trouvais très important aussi de faire ce lien entre justement l'histoire de contrôler les corps, de contrôler certaines classes sociales en l'occurrence, et puis d'empêcher la rébellion et de garder ce contrôle. C'est important pour moi qu'on voit ce film aussi pour pouvoir avoir des outils pour contrer cette mécanique. Ouais, alors ça tombe très bien parce que c'est ça que j'essaye de faire, des outils au service des luttes et puis depuis les luttes. Et du coup, ça fait une vingtaine d'années que je mène des enquêtes sur ce qui nous empêche de nous libérer, du coup sur le fonctionnement des appareils répressifs et les transformations de la guerre, des prisons et du business de l'armement aussi quoi. Et aussi pour pouvoir parler avec tout le monde, pour pouvoir se former. Puis notamment en direction des personnes qui sont directement touchées par ces violences. J'essaie de faire toutes sortes d'objets, quoi. Donc aussi bien des bouquins que des films, que des podcasts, que des ateliers, et voilà. Et du coup, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai décidé de faire un film sur ce sujet-là, mais ça s'est aussi présenté parce que en enquêtant sur les salons de la guerre et du contrôle, déjà il a fallu essayer d'y rentrer et j'ai trouvé des moyens d'y rentrer. Puis une fois dedans, je me suis rendu compte avec un peu de culot que c'était aussi possible de faire des entretiens avec des industriels de l'armement et puis avec des communicants, et même avec des responsables politiques, avec des grands commerciaux. Et puis je l'ai fait. Et une fois que j'avais ces entretiens entre les mains, en fait, et du coup il y avait une matière assez lunaire et puis assez rare aussi, quoi, de réussir à les amener à raconter par eux-mêmes toute une partie de la mécanique de recherche, de développement, d'innovation dans ces domaines-là, puis de commercialisation, quoi, d'export, de comment on les fournit à son propre pays pour ensuite les mettre sur le marché mondial. Une fois que j'avais ça en main, c'était assez clair qu'il fallait réussir à en faire quelque chose pour le partager, quoi. Donc un documentaire, c'est sûr, mais l'objet que c'est devenu était pas écrit, il n'était pas prévu du tout comme ça. Ça a avancé comme ça au gré de plusieurs années, justement nourri par les discussions qui se tissent dans les luttes et sur le terrain avec les camarades, quoi.
Ce qui est intéressant dans ton documentaire, c'est que du coup, on a une forme de montage alterné entre ce moment où tu vas au salon de l'armement et ensuite des moments où tu milites et avec les gens avec lesquels tu milites. Et peut-être tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de mettre cette alternance dans le film ? Tu racontais hier que des cinéphiles te disaient qu'il aurait fallu que mettre le salon de l'armement et que c'était quelque chose que consciemment tu n'avais pas voulu faire. C'était pas tant des cinéphiles que des gens qui avaient des positions de pouvoir et un peu de distribuer de l'argent dans le monde du cinéma quand je cherchais un peu des thunes pour pouvoir faire le film, quoi. Qu'effectivement, pour le passer en télé ou des choses comme ça, on me disait non, mais en fait, reste juste sur le salon, c'est ça qui nous intéresse, etc., quoi. Bon, et comme moi, mon objectif, c'était de faire un outil pour les luttes, il s'agissait justement qu'on n'ait pas juste déjà la parole de ces industriels de l'armement, qui puisse être contredite par une pensée critique. Puis de l'autre côté aussi, il fallait, je pense, donner la parole à celles et ceux qui subissent ces violences. Déjà pour une question de vérité, de comprendre que toutes ces marchandises, elles ont un impact réel sur les chairs, sur les corps, sur les parcours de vie, sur les psychologies même des classes populaires dans le monde entier. Et après, il y avait aussi une envie qui était celle de pas aborder le sujet avec une sorte de distance universitaire et en demandant à des spécialistes du sujet d'en parler, quoi. Et du coup, une des idées qui est venue, c'était justement de proposer à des camarades qui sont en lutte sur les questions de violence d'État et qui sont elles-mêmes concernées en tant que femmes non blanches, de classe populaire et familles de victimes de violences policières, de pouvoir déjà partager leur vécu, leurs analyses, et puis aussi leur compréhension de ce business, de ces mécaniques de domination, parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours vérifié sur le terrain des luttes, en fait les militantes et les militants parce que des années et des années de confrontation avec les violences d'État, avec les systèmes avec lesquels on se bat, quoi, en fait ça produit des pensées critiques fines, acérées, offensives et lucides, etc., quoi, et souvent en plus beaucoup plus accessibles que des fois des pensées universitaires qui se mettent en scène comme neutres, etc., quoi. Et donc voilà, j'en ai discuté avec Fatou et Fahima, qui sont des camarades et des amis, quoi. Ça les intéressait, ça leur parlait, et du coup on a essayé de tisser cette forme-là, quoi, de leur montrer les images, qu'elles y réagissent, et voilà, et voir comment ça pouvait faire. Il y a un peu un dialogue entre les deux, mais il y a aussi une sorte de confrontation. Il y a une lutte des discours, des images, il y a une lutte de classe, quoi, clairement, qui apparaît dans le montage, mais parce qu'elle est au cœur de tout ce qu'il y a derrière ce business de la mort, quoi. Ouais, moi je trouve ça super intéressant comment tu l'as mis en scène aussi, parce qu'on a au début, on commence avec le salon, et après tu les filmes en train de réagir aux images que nous on vient de voir, donc on a une espèce de commentaire direct, presque ce retour à un autre réel, parce que il y a un peu côté irréel dans ce salon où tout est propre, il y a une espèce de novlangue omniprésente où il pourrait parler d'armes ou d'autres choses, ça serait presque pareil. Et là d'un coup, elle commente et elle ramène un truc très concret, que nous, comment elles l'ont subi, en fait. Ouais, même plusieurs fois, elles disent, je dirais, deux mondes différents, et c'est vrai que on est dans le même monde, c'est bien ça le problème, presque, mais c'est aussi deux mondes vraiment différents, et on le voit bien, et tu dis c'est très propre, mais c'est aussi le monde du salon d'armement, il est aussi, il est fluo, il est fun, les armes, elles sont entourées de dispositifs de divertissement, qui doivent les rendre attrayantes, désirables, ça va vite, c'est des gens qui tiennent, ils sont un peu tous interchangeables aussi, c'est pour ça que je les nomme, les industriels qu'on voit je donne à peine leur nom, mais surtout leur fonction, en fait, parce qu'ils sont interchangeables. Et que de l'autre côté, on a un autre monde qui est celui le monde des classes populaires, le monde réel, le monde du peuple, quoi. C'est un monde qui subit les violences du premier qu'on vient de voir, quoi, et que le premier ignore, mais que le deuxième peut pas ignorer parce qu'il est enchaîné, matraqué, écrasé, assassiné par ce premier monde, quoi. Et voilà, mais de l'autre côté, on voit aussi que c'est dans ce monde populaire, en fait, qu'il y a de la vie, qu'il y a une vie sociale riche, une pensée vivante, qu'il y a des solidarités, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a de l'amour,
d'amour, qu'il y a de l'amitié. J'ai l'impression qu'il en ressort un truc aussi un peu très clair, et qu'en fait, si le film n'avait pas donné la place à ce monde de vie, en fait, qu'est-ce qu'il en sortait, quoi, à part du désespoir et de la tristesse. Et donc l'enjeu, c'était aussi de réussir, en réfléchissant avec les camarades et avec justement avec ce monde populaire de vie, de lutte, à quelle piste, quelle perspective de résistance, de libération, etc. Bah, d'ailleurs, on parlait d'une scène avant, et peut-être on peut en discuter les quatre, qui nous a beaucoup touchés. Je crois, Caro, toi aussi. Moi, les 2 fois où j'ai vu le film, j'ai pleuré. C'est ce moment du coup où tu filmes une manifestation Justice pour Ibo, et en fait où il y a un groupe de jeunes à moto qui vient rendre hommage, et où en fait, ça pour moi c'est vraiment aussi montrer la puissance qu'un groupe peut faire, et du collectif. Et je sais pas si Caro, tu veux un peu reprendre, parce que tu avais une take intéressante sur cette scène, sur la première fois que tu l'as vue et comment ça s'est transformé, ce que tu voyais. Non, tout à l'heure, effectivement, on partageait un peu le fait que la première fois que j'ai vu cette scène, et puis je crois que c'était un peu le cas pour vous aussi, ça détache un peu notre regard, ça nous oblige à en fait justement vraiment rentrer dedans, parce qu'on se pose la question de, au fond, c'est quoi tout d'un coup toutes ces motos, mais aussi avec tous les préjugés au fond, et puis il y a que des hommes, enfin ce truc, et tout d'un coup où ça nous oblige à rompre avec une forme de préjugés ou d'a priori, et tout d'un coup on se rend compte que ils font partie de la manifestation, et que en fait c'est tout un lien, c'est tout un langage, et en fait qu'on peut pas regarder avec nos yeux avec ce jugement ou quoi que ce soit qui pourrait, voilà, et ça nous amène vers un truc très touchant. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais de dire c'est aussi ça le lien. Puis voilà, enfin, je trouvais très intéressant juste le petit moment de basculement, de se dire mais est-ce que c'est une attaque, est-ce que c'est, enfin, maintenant en fait c'est un groupe, ils sont ensemble, ils sont tout le monde autour de ça, avec ce langage autour des motos, et enfin je trouve très fort. Ouais, tu sens presque descendre sur toi tout ce langage de la bourgeoisie, des rodéos urbains, ouais. Du bruit, ça fait beaucoup de bruit, etc. Et après, c'est vrai que t'as ce bascule-là après où tu dois presque te déconstruire en direct face à cette scène et c'est hyper touchant, effectivement. C'est intéressant que vous le partagiez, parce que c'est des retours que j'ai eu assez récemment, et justement en fait qui sont liés au fait des mondes des fois qui se croisent pas, mais même entre les mondes militants et entre les mondes des quartiers populaires, quoi. Et où on voit justement que des fois même du côté des mondes militants qui sont outillés pour pas se faire avoir par les discours de propagande et la pensée d'État, etc. Des fois il y a quand même des choses qui passent, et qui passent pas par justement parce que c'est pas parce que les gens s'en foutent, c'est pas parce que les gens sont malveillants ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait des fois quand t'as des réalités qui sont différentes, il y a des choses que tu comprends pas, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aussi continuent à croire que, comme tu dis là, le mythe du rodéo à moto, en fait, que du coup il y a des jeunes qui avec leur bécane feraient chier tout le monde dans le quartier par plaisir, comme ça, et que ce serait lié à, du coup on sait pas à quoi, en fait, à un truc de ils s'emmerdent, ils ont envie de faire chier, tu vois, mais alors que dans les mondes ruraux, les jeunes, les ados, ils font aussi de la bécane, et c'est pas traité de la même manière, et voilà. Et derrière tout ça, ça a même un nom, ça s'appelle la bike life, et c'est vraiment un truc, et c'est comme, enfin, dans les années 70, il y avait tout un romantisme de ça, Easy Rider, etc. Et en fait, et oui, c'est beaucoup des jeunes hommes, mais il y a des femmes aussi, quoi. Mais du coup, il y a une vraie pratique populaire de la moto, avec ses codes, sa culture et ses revendications aussi. Et par exemple, dans les revendications de la bike life, il y a d'avoir des terrains sur lesquels s'entraîner et tant que t'as pas ça, et on te le donne pas parce que c'est ces mondes populaires qui les utilisent, oui, tu fais de la bécane où tu peux, et comme le reste, tu le fais dans ton quartier, en bas, là où tu peux. Et là où la police chasse, et où du coup, elle se sait autorisée à tamponner les motos, parce que la police est impunie de ce point de vue-là, mais aussi parce qu'il y a une dynamique structurelle de chasse à l'homme policière, de chasse policière aux hommes racisés, aux prolétaires racisés dans les quartiers, et que c'est un véritable système historique, quoi. Et du coup, là, le film donne une place à ça, effectivement, aussi, mais parce qu'en fait, il y a une riposte qui était absolument imprévue c'est un moment, si les gens n'ont pas vu le film, c'est un rassemblement en mémoire à Ibo, Ibrahim Abba, qui a été
coup, qui était un jeune homme de quartier populaire qui a été tué par la police, justement en circulant à moto et en se rendant sur un terrain où il allait pouvoir faire de la moto avec ses potes, quoi. Et en plus, toute la scène a été filmée et du coup, la justice, la police se débrouille pour qu'il n'y ait pas accès aux bandes vidéo, quoi. Et donc, c'est aussi toute une lutte sur l'accès à ces vidéos. Et pendant le rassemblement, du coup, la police, on voit pas très bien, mais la police encercle le rassemblement et empêche les jeunes de rejoindre, les jeunes du quartier de rejoindre à moto, à quad aussi. En fait, eux, ils veulent venir avec les véhicules justement pour démontrer à tout le monde que ils sont pas des délinquants, des bandits, mais que ils ont une pratique d'un sport, de la moto, du deux roues, etc. Et en fait, ils réussissent à un moment parce qu'ils sont les spécialistes de leur territoire à trouver des moyens de passer, et donc de déborder, de déjouer le dispositif policier, et ils rejoignent le rassemblement. Et au moment où ils arrivent dans le rassemblement, tous les gens qui sont là, qui savent ce que c'est que la bike life, et qui savent que ces jeunes sont leurs jeunes, sont leurs familles, sont leurs potes, sont les fils de leurs voisins, et que la moto fait partie de leur mode de vie, et là c'est salué comme une victoire. Enfin, genre tout le monde est ultra heureux de les voir arriver, et je sais pas si on le voit bien dans les images, mais c'est plusieurs dizaines de jeunes qui arrivent en moto, en quad. J'ai pas pu mettre toutes les images, mais ça dure très très longtemps. En fait, ils arrivent à très 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 nombreux. Et à la suite de ça, en plus, pareil, j'ai pas pu mettre toutes les images, mais du coup, la famille et le comité pour Ibo avaient fait fermer toute une rue le long du tramway, où du coup, les jeunes du quartier pouvaient offrir une démonstration de tricks en qui ont une culture, des revendications, une envie de vivre, et on est ensemble derrière ça. Et derrière tout ça, vraiment, il y a eu c'est ça déplaçait des mentalités, puis on en sortait avec la conviction qu'il faut se battre, déjà pour faire exister cette vérité, et puis et aussi pour simplement que cette jeunesse, elle ait le droit de vivre, et le droit de vivre des vies dignes, et que ça ne pouvait pas se faire sans une lutte acharnée, continue, quoi. Et en plus, toi, tu rends très bien ça avec l'usage du ralenti, parce qu'après tu mets des images esthétisées qui sont très belles, où tu vas justement avec l'aide du cinéma, tu vas aussi montrer en fait ça c'est un espace de beauté aussi, de ce que tu viens d'expliquer. Et pour aller dans ton sens, moi j'ai grandi à la campagne. Effectivement, à la campagne, il y a des circuits de motocross pour les jeunes qui font de la motocross, et ils sont à l'écart des villages, et comme ça il n'y a pas de problème en fait. Mais c'est pensé aussi pour justement éviter. Alors que là, de ce que tu as l'air de dire, c'est non, ça n'arrivera pas. En tout cas, il y a les jeunes qui font ça dans les quartiers populaires, sont toujours en demande d'avoir des terrains et des lieux pour pouvoir le faire, et justement parce que c'est chiant de faire ça dans les rues du quartier, et que c'est dangereux, etc. Quand on en arrive là, c'est parce que comme cette jeunesse-là est considérée sans valeur, personne ne répond à ces revendications-là, quoi. D'ailleurs, si, ça bouge un peu, parce qu'en fait, encore une fois, la lutte, ça paye, et c'est vrai qu'il y a des endroits où la jeunesse bike life réussit à se faire ouvrir des terrains, etc. Mais c'est vrai que c'est un combat, quoi. Mais aussi parce que leur parole est, comme le reste du temps, pas écoutée, quoi. Je trouve là où ça vient hyper résonner, c'est que c'est ce qui est arrivé à Camilla, d'ailleurs. C'est ce que je me disais. Elle était aussi en train de faire, c'était de la moto, je crois, puis les policiers l'ont vue et puis l'ont pris en chasse, quoi. Ouais. Puis c'est comme ça qu'elle est morte. Oui, mais alors je pensais justement à ça en me disant que c'était comme si... en fait, ces morts, c'est comme s'il y avait un côté de poursuite, mais c'est jamais effectivement abordé par la presse comme, il fuit la police, ou il y a cette crainte de se faire choper alors qu'il ne s'est rien passé. Et souvent, ces jeunes, effectivement, comme là cet été, qui meurent comme ça, j'ai l'impression que dans l'opinion, c'est comme s'ils fuyaient. Et en fait, il y a une manière où il y a un côté insaisissable, fuite, qui justifierait la mort de ces jeunes, quoi. Oui, puis même cette rhétorique de justement, c'est des bikers qui n'ont pas d'endroit, ouais. Ils viennent embêter les rues, c'est ce que tu disais, quoi. Ouais.
Un autre aspect que moi je trouvais intéressant du film qu'on pourrait peut-être discuter, c'est le langage. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as parlé un peu de la novlangue qu'on a du coup dans le salon de l'armement. Et c'est vrai que c'est assez fou. Notamment, tu as cette scène où tu interroges, je sais plus le nom de la personne, mais en tout cas qui t'explique qu'aujourd'hui, le politiquement correct pour le maintien de l'ordre, ça s'appelle la gestion démocratique des foules. Et je trouve que cette scène est folle parce qu'en fait, il sait ce que c'est le vrai terme dessous. Et après, il se rectifie en te disant « Ah non, mais le politiquement correct ». Et de montrer à quel point le langage, il y a aussi tout un travail de transformation du réel, comme les armes dites non létales qui viennent banaliser le fait de tirer, alors qu'elles tuent aussi. Enfin voilà, et que c'est assez fou et horrible. Et ce que j'aime beaucoup dans ton film, c'est que du coup, quand tu vas du point de vue de Fatou et Fahima, c'est ça ? Elles viennent remettre les bons mots sur ça. Par exemple, je crois que Fahima, elle dit un truc très très bien où ils disent qu'ils créent l'ordre, mais en fait, ils viennent créer du désordre social. Et enfin voilà, je trouve que c'est assez effrayant de voir à quel point le langage peut venir aussi contribuer à banaliser des choses, à transformer une forme de réalité. Mais très clairement, il y a une lutte de classe dans la langue, quoi. Enfin, et même il y a presque des langues opposées, différentes, quoi. Il y a une langue bourgeoise, il y a une langue militaire, il y a une langue raciste et patriarcale qui vient fausser le réel, enfin le mystifier, le rendre légitime, enfin rendre en tout cas l'inégalité et les oppressions légitimes. Et effectivement, on le voit assez clairement dans le film, dans leur manière de parler, mais aussi même dans ce qui se joue, parce que moi, je réussis à faire des entretiens avec eux parce que je leur laisse entendre que je suis un journaliste qui va leur dérouler le tapis rouge un peu, enfin qui est de leur côté, quoi, qui est un journaliste sécurité défense. Et du coup, c'est ça qui se joue aussi dans la scène avec le préfet là, qui est un ancien préfet et l'un des dirigeants du J4, du coup le plus gros lobby de l'industrie militaire en France, quoi. Et en fait, il blague avec moi, mais parce qu'il a l'impression de blaguer avec un journaliste qui est de son côté aussi, c'est ça. Et du coup, quand il dit pour vos auditeurs, pour vos spectateurs, en souriant, le politiquement correct, c'est ça. Mais bon, en fait, parce que maintien de l'ordre, c'est un peu désuet, mais bon, on sait très bien de quoi on parle. Et là, derrière ça, il y a un sous-texte qui est, on sait très bien de quoi on se parle, quoi. Enfin bon, bien sûr, ils vont jamais le dire, maintenir un système de domination. Eux, ils vont dire, ils appellent ça maintenir l'ordre. Mais ils savent très bien qu'ils parlent de maintenir leur position dans cette société et l'ordre à travers lequel ils écrasent le reste du monde, quoi. Moi, ce que je trouvais intéressant, un autre truc que tu captes un peu par rapport à ça dans le film, c'est toutes ces espèces de moments de propagande, que ce soit des affiches ou des annonces à la radio, pour, c'est ça, attirer les gens à rejoindre la police et à avoir cette image brillante de la police, que d'ailleurs, moi, je repère partout à Lausanne depuis. Vraiment, j'étais au cinéma, il y avait une pub pour rejoindre la police, il y a ça dans le bus, dans le métro. Et voilà, je trouve que c'est effrayant et j'ai l'impression, mais je ne suis pas peut-être assez renseignée, que ça s'est renforcé, que c'était quelque chose qui était moins présent, en tout cas quand j'étais jeune, et peut-être que j'y faisais moins attention aussi, mais voilà que depuis quelques temps, on a vraiment une espèce de volonté de redorer la police et de la présenter comme, admirable, quelque chose qu'on a envie d'aller rejoindre. Je sais pas trop, Caro, si tu as remarqué ça aussi. Alors, je sais pas exactement là-dessus, mais moi, je réfléchissais même par rapport tout à l'heure à la présentation. Donc, on a été surpris par la violence de la police. Je pense qu'en fait, elle a pas changé. Enfin, mais tant que ça se passe bien dans des manifestations, donc ça permet d'idéaliser pour pas mal de monde encore que la police est là pour faire en sorte que les choses se passent bien, que les gens soient protégés, même dans les manifestations, par éventuelles même, on ne sait pas quelle attaque. En fait, je me dis que non, le dispositif, etc., n'a pas changé, mais c'est juste que, par exemple, je pense que la Palestine, elle fait ressurgir. Enfin, en fait, là, tout d'un coup, l'opinion se dit quand même, mince, il y a des manifestations pour que ça, c'est un génocide. Et en fait, nous jeunes ou moins jeunes, et n'importe qui d'ailleurs, les gens qui viennent avec des poussettes, etc., se font matraquer, gazer. Enfin, c'est ce qui se passe ces temps. Et je me disais que là, l'image de la police, elle en prend peut-être un coup. Peut-être que ça justifie aussi qu'il faut continuer à faire croire. Et d'ailleurs, la presse le dit en pointant du doigt que c'est parce qu'il y a des casseurs, le Black Bloc, etc. Comme s'il y avait un jeu comme ça, à essayer de persuader qu'en fait, ça reste les gardiens de la paix. Je pense qu'il y a toujours cette image
quand elle s'effrite. Et pour le coup, là, je pense qu'elle s'en prend quand même un peu parce qu'effectivement, beaucoup de gens et de plus en plus se disent que c'est pas possible d'aller matraquer des manifestants qui sont là contre ce qui se passe à Gaza. Donc je pense qu'il y a toujours ce jeu aussi de la police, enfin, pas ce jeu, mais de recruter et de garder une image auprès de la population qui reste, qui serait là pour la sécurité des gens, quoi. Mais... Ouais, et puis le faire croire, ça marche. Enfin, je trouve que c'est hyper parlant. D'ailleurs, il y a ce moment dans ton film où il y a du coup un camion de police avec la chanson Les Bisounours et ils ont des ballons de licorne et ils distribuent des bonbons. Et tu fais non, mais c'est tellement gros. Là quand même. Enfin, c'est presque ridicule. Enfin, c'est ridicule d'ailleurs. Ouais, c'est ridicule. C'était à Saint-Denis. C'est des opérations qu'ils ont fait à un moment, mais qui étaient aussi des opérations de provocation, qui étaient vis-à-vis de dire. Enfin, eux sont tellement persuadés d'être comme leur symbole là, d'extrême droite de film Blue Line, d'être le dernier rempart devant la barbarie, de dire ah bah regardez, et si on devenait des bisounours, ce serait le chaos, ce serait la barbarie, etc. Alors on sait très bien que non, mais eux sont persuadés de ça. En tout cas, c'est ce qui leur permet de continuer à distribuer cette violence en se levant le matin et en se considérant du bon côté de l'histoire, quoi. Et pour réagir aussi à ce que tu disais avant, en fait, il y a déjà, effectivement, l'institution policière a toujours besoin de produire un discours de justification, de légitimation, aussi pour faire collaborer une partie des classes populaires. Après, il y a d'autres dynamiques. Il y a une dynamique, effectivement, il y a une recherche de massification, enfin, en tout cas, d'élargissement des troupes policières, quoi. Ça dépend des époques, parce que des fois, le néolibéralisme a eu tendance à rechercher, puis ça dépend des fractions aussi, de classes dominantes au pouvoir, quoi. Enfin, des fois, il y a des recherches à travers les armements, à travers l'IA, etc., et la technologie, de pouvoir optimiser le travail policier, du coup réduire le coût salarial, etc. Mais il y a aussi une dynamique de fond là quand même en Occident de faire grossir les rangs des policiers sur le terrain, et c'est lié au fait que c'est vrai, il y a des révoltes de plus en plus régulières et dans les classes populaires, les manifestations aussi réinventent des manières de se rendre offensive, de se défendre, etc. Et donc ils ont clairement de leur côté, ils considèrent qu'ils ont besoin de plus en plus de policiers, d'hommes en armes dans la rue, et donc il faut les recruter. Et une dernière dynamique qui est aussi réelle, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter, et ça c'est aussi c'est les victoires liées à nos luttes aussi, qui font avancer le fait que être policier c'est pas anodin, c'est être un chien de garde du pouvoir. Et du coup, un espèce un militantisme du côté et idéologique, mais aussi de faire comprendre que s'engager dans la police, ça va être distribuer de la violence et voire se mettre en danger aussi, mais au service des classes dominantes et d'un système inégalitaire, et ça c'est réel, on l'observe, et dans un grand nombre de pays, ils ont de plus en plus de mal à recruter, et c'est très bien, mais du coup, eux, ils réagissent en investissant économiquement dans des spots de pub, dans des campagnes de recrutement, etc. Et aussi, je ne sais pas comment c'est pour la Suisse, mais en France, on le sait bien, en abaissant toujours plus les critères de recrutement. Voilà. Je pense qu'il y a un truc assez... qui me vient aussi, c'est l'histoire de... Alors, pour parler de l'armée, mais je pense que c'est vraiment un peu les mêmes, évidemment, les mêmes liens avec, en Israël, le fait de rendre sexy l'image du militaire et au fond, de le rendre... avec ce pinkwashing aussi, au fond, il y a aussi des personnes queer, des femmes, et puis cette histoire de soldats textes qui sont beaux, virils, voilà, et je trouve assez important dans l'idée parce qu'en fait ça marche, et puis beaucoup d'enfants israéliens rêvent du moment où ils pourront être soldats, et voilà,
Ouais, je trouve que c'est assez terrifiant et on se demandait d'ailleurs avec Alex, parce qu'en ce moment on essaie de se renseigner un peu sur le concept de true crime et à quel point ça peut aussi venir contribuer à donner cette image un peu cool finalement de la police. Tu aurais le côté un peu progressiste, regardez, il y a des femmes et des personnes queer, et le côté thriller, et d'ailleurs l'image de la police dans les films, surtout américains, ça contribue beaucoup à ça, à embellir la police. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire des caméras. Tu parles de true crime, mais tu montres à un moment donné donc la vendeuse ou la représentante de Taser. Je ne sais pas comment ça s'appelle l'autre. Axon. Axon. Enfin, en fait, Taser a été renommé Axon en ouvrant quand ils ont commencé justement à faire aussi des caméras et des logiciels et des drones en plus des pistolets électriques, quoi. Et elle parle donc justement de cette caméra qu'on voit beaucoup aux États-Unis et en France aussi. C'est maintenant obligatoire oui, les flics, les polices municipales, nationales, la sécurité privée, dans les transports, tout le monde en a maintenant. Et c'est vraiment marketé comme un outil de vérité. Mais maintenant avec la caméra, on aura accès, il y aura plus de bavure comme on pouvait pas dire avant. Et toi, tu dis que c'est pas vraiment le cas. C'est que la caméra, au contraire, renforce plutôt le point de vue du policier. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça ? En fait, elle est comme n'importe quel dispositif. Elle est dans un système inégalitaire et elle sert un rapport de domination. Et les policiers l'allument quand ils veulent. Et puis surtout donc c'est-à-dire sur les vidéos, on a accès à ce qu'ils veulent bien montrer, mais de toute façon, l'accès aux data, aux vidéos elles-mêmes, est conditionné par le fait que la police veuille bien y donner accès, et puis en plus après la justice veuille bien y donner accès. Et dans toutes les histoires de crimes policiers auxquels on s'attaque dans les luttes, on voit très bien que à chaque fois que les vidéos montrent que la violence est initiée et distribuée par les policiers, et que de l'autre côté il y a des gens qui tentent juste de se défendre ou survivre ou de s'enfuir juste pour pas se faire tuer, à ce moment-là ces vidéos-là deviennent inaccessibles, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les questions que je lui pose à la directrice France de Taser, elle le reconnaît très bien. Enfin, c'est même pas qu'elle le reconnaît, c'est qu'elle en est fière. Elle dit clairement, oui, nos caméras, elles sont là pour pouvoir aider à expliquer pourquoi le policier a fait tel geste, etc. Et du coup a justifié. Et eux, ils le savent très bien quand ils le vendent aux policiers ou à différents ministères de l'Intérieur. Ils disent aussi, ça va permettre sur le champ de bataille médiatique, idéologique, etc., où la police se fait en permanence accuser d'être violente. Ces caméras, elles permettent d'aider donc eux disent rétablir la vérité, mais en fait à produire un storytelling, un narratif qui permet de justifier la violence des policiers. Et après il y a un truc qui est assez intéressant, parce que même ça nous parle aussi du cinéma, mais la caméra elle est portée du côté des policiers, c'est-à-dire on voit leurs victimes, on voit les classes populaires, on voit les gens, mais on voit très peu ce que eux font, quoi. Et ça nous renvoie un peu aussi à toutes ces images de guerre qui sont filmées depuis les militaires, c'est-à-dire avec des caméras qui sont du côté des militaires et dans leur dos, et où on voit les opprimés se défendre, etc. Mais on voit beaucoup moins la manière dont fonctionne le dispositif militaire. Et moi, c'est un peu ça ce que j'essaie de faire avec les sciences sociales, c'est de renverser ce truc-là, de comprendre, d'aller enquêter dans les coulisses, dans les mécaniques des dominations, pour que justement ce soit notre regard critique sur leur fonctionnement qui nous permettent de nous former, quoi. C'est vrai que c'est ouf, j'y avais même pas pensé, mais d'une caméra qui est vendue comme pouvant expliquer les gestes d'un policier et qui ne filme pas le policier. C'est quand même dingos. Ouais. Et justement, toi tu parlais de True Crime, ce qui est exceptionnel. Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle The Perfect Neighbor, qui est assez populaire en ce moment, et qui justement est fait à partir de ces caméras-là. C'est que le point de vue de la police tout le long. Bon, le film se veut un petit peu critique de la police, mais pas tant que ça. Et moi, ce que je trouve ça remarquable, c'est qu'il y a d'un côté la police se crée des dispositifs, donc comme la caméra, et de l'autre, on a comme un espèce de pipeline où après, tu as le divertissement qui s'empare de ces dispositifs pour en faire des films et pour les faire accepter. Et moi, il y a un autre film que moi je déteste qui s'appelle L'Affaire Watts et qui est fait qu'à partir de vidéosurveillance.
Et en fait, le film, entre guillemets, te montre que sans les vidéosurveillance, ce crime-là n'aurait pas été élucidé et cette personne-là n'aurait pas été condamnée. Alors que c'est pas vrai. Parce qu'on voit très bien que la police, elle sait déjà qui c'est avant que le film commence. Et je trouve ça, voilà, juste, en lisant ton livre, ça nous a vraiment fait penser à ce truc-là de continuum où il y a vraiment tout un appareil qui est pensé pour légitimer tout le temps la police et ses dispositifs. Clairement. Je pense même on peut y ajouter un truc qu'on capte que quand on est en interaction avec la police, mais c'est que la caméra, c'est un outil de défiance aussi. C'est-à-dire, quand le policier l'allume devant toi, tu sais très bien que ça va mal se passer, quoi. Ouais. Il te dit, tiens, je t'allume, je suis en train de te filmer. Donc là, on est en train d'entrer dans un moment où tu vas subir quelque chose, quoi. Et donc, toi, tu sais, étant filmé, tout ce que tu vas faire sera retourné contre toi, quoi. Et on voit que c'est absolument pas neutre. Mais c'est intéressant parce que ça nous parle aussi ça nous parle des caméras en général, quoi. Et dans le film, bon, c'est un sous-texte, mais il y a aussi un espèce de réflexion sur les caméras et les écrans, enfin tous les écrans qui sont les écrans de surveillance, les écrans à travers lesquels nous on regarde les images du salon et etc., ou les écrans de télé sur lesquels je refilme des choses, quoi. Et puis de l'autre côté, toutes les caméras, nos caméras à nous qui servent à les filmer, les caméras de vidéosurveillance, les caméras portatives. Enfin, il y a vraiment c'est pareil, il y a une lutte de classe entre les caméras et les écrans, les leurs et les nôtres, quoi. Mmh. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, en plus la caméra et la photographie, ça a toujours été un outil qui a été colonial. Par exemple, même la photo, les premières photos, quand elles arrivent, ça sert à quoi? Afficher les gens. Parce que maintenant, on peut prendre leur visage et on sait ce à quoi ils ressemblent. Et d'ailleurs, Fahima en parle pour la commune, où je crois que c'est les cuisinières de la commune, en tout cas les femmes où elles ont été prises en photo pour pas qu'elles puissent passer la frontière vers la Prusse. Clairement, ouais, c'est un dispositif immédiatement utilisé dans le domaine colonial et militaire, pour classer les corps, pour identifier, pour cartographier, en fait pour connaître pour contrôler. Mais de toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'on laisse entre les mains du pouvoir, il va en faire des choses qui lui servent à lui contre nous, quoi. Mais là, encore une fois, dans la guerre globale contre les peuples, là, je parle de ce boomerang impérial, mais et donc on s'y parle beaucoup des armes, comment les armes sont conçus, développés, normalisés, industrialisés sur les champs de bataille coloniaux, puis reviennent dans les centres impérialistes, c'est intéressant parce qu'on peut se dire ça aussi, les images, les caméras, la photo, tout ça aussi, ça se développe, et du coup, en fait, on pourrait dire même la société du spectacle, on pourrait dire, d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'est pas d'abord développée contre les corps jugés sans valeur, que tu peux filmer à leur insu, sans leur demander, sans leur consentement, monter, étalonner tout ce que tu veux sans eux et tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous, et voilà, et puis après réimporter à l'intérieur des centres pour produire toute l'idéologie du consentement au pouvoir et faire tenir idéologiquement tout le système de domination, quoi. Mais je trouve trop intéressant quand tu dis, quand ce que tu as dit avant, ce qui est leurs images contre les nôtres, parce que je trouve que c'est ce que fait, entre autres, ton film, quoi, c'est produire nos images. Et en fait, on dit souvent, en rigolant, on parle des images de gauche, qui sont, comme tu dis, des images qui ne sont pas forcément étalonnées, qui ne respectent pas les clichés esthétiques des images. Et en fait, moi, je pense que c'est une vraie force, c'est le fait que nous aussi, maintenant, on a des outils pour prendre des images, pour créer des objets cinématographiques, pour montrer notre point de vue et notre réalité. En fait, c'est ultra important qu'on fasse ça. Il y a le côté aussi pas étalonné, il y a un côté aussi brut, qui est aussi mensonger d'une certaine façon, parce qu'aucune image n'est brute, mais par exemple, dans ton film, il y a toutes les images de Midi-Paul, elles ont vraiment un côté aussi tourné sur le vif, et on sait que c'est pas un truc qui a été... Parce que si c'était des belles entrevues où tu avais posé la caméra, etc., bien éclairé, ça crée aussi une espèce de connivence aussi avec la personne qui a accepté tout ça. Toi, c'est beaucoup plus presque caméra cachée, même si c'est pas le cas. Ouais, elles sont pas cachées, mais après, en plus, ça s'explique. Moi, c'est pas tellement réfléchi, c'est parce que j'ai pas de financement, enfin, personne ne veut financer ce film, et du coup, payer 2 caméramans, un preneur de son, machin, et c'était pareil pour Un seul héros, le peuple, mais en fait, en faisant tout ça, déjà, j'arrive pas avec une grosse équipe, donc... Bon, déjà quand il s'agit de filmer des camarades ou des alliés, en fait c'est beaucoup moins violent, quoi. Et puis t'as le temps de te rencontrer beaucoup plus. Je parle pour plutôt Un seul héros, le peuple, qui donne beaucoup la parole à des personnes qui ont participé, à des Algériens et des Algériennes qui ont participé à la Révolution, quoi. Et où pareil, enfin si j'avais été rencontrer les gens avec toute une équipe, en fait on n'aurait jamais eu la parole et puis la rencontre qu'il y a dans ce film là. Mais là en fait c'est pareil, en fait ça produit des choses qui sont pas pensées avant.
avant, mais qui du coup, en tant que spectateur, tu t'en rends compte qu'il y a un truc un peu guérilla contre cinéma, quoi, dedans, quoi. Et c'est marrant parce que même des fois, j'en discutais avec des gens un peu du milieu du cinéma qui disaient, j'ai capté qu'il y avait une esthétique de ça, et que par exemple, du coup, je sais pas quoi, sur Netflix, ils peuvent mettre des thunes pour faire des images qui ont l'air d'être un peu guérilla, quoi. C'est-à-dire, en fait, ils arrivent avec des caméras à 50 000 balles et des pros et tout, et puis en post-prod, ils vont faire trembler l'image et enfin, ce qui est assez fou, quoi, tu vois. Et voilà, mais effectivement, nous, de notre côté, c'est aussi un enjeu. Enfin, je pense qu'il y a un truc à pas lâcher. C'est pas l'esthétique pour l'esthétique, mais c'est qu'en fait, nous aussi, on a le droit de faire des objets qui sont beaux, quoi, qui sont beaux, qui sont fulgurants, qui nous plaisent, etc., quoi. Et du coup, par exemple, là, le film, il est étalonné, mais il est étalonné par des camarades qui l'ont fait en soutien, quoi. Il y a un gros travail sur le son qui est fait par des camarades en soutien, qui pareil. Enfin, voilà. Et du coup, derrière tout ça, il y a aussi un truc de. C'est sûr que il a pas la même forme qu'un truc qui aurait été produit avec des centaines de milliers d'euros, je sais pas quoi. Mais moi, j'ai l'impression, c'est bien aussi on a le droit d'essayer de faire des objets qui viennent se confronter aux objets dominants, quoi. C'est-à-dire qu'ils disaient, non, en fait, nous aussi, on a d'autres critères de beauté, on a d'autres critères de radicalité, de tout ce qu'on veut, mais en fait, nos objets, ils sont largement à la hauteur des vôtres, quoi. Oui, puis c'est une distinction qu'on fait souvent dans le podcast entre... Enfin, esthétique, en gros, c'est les choix que tu fais quand tu filmes. Et aujourd'hui, on confond un petit peu esthétique avec une image belle dans les standards de beauté. Et en fait, moi, l'esthétique, je vais sur le moment, je prends parce qu'en fait, c'est le moment qui m'oblige à filmer. Moi, je trouve ça tout aussi beau, en fait. C'est ça qu'on se crée aussi avec ces esthétiques-là. Comme avec les motos dont on parlait juste avant. Il y a aussi, je pense que peut-être à un moment, tu captes sur le vif aussi à ce moment-là. Mais il y a une esthétique, effectivement, voilà. Et ça me fait penser à Je veux du soleil de François Ruffin. Mais il y a un truc dans Je veux du soleil, au moment où il montre une espèce de grande fraise d'un gilet jaune qu'ils ont peint. Et moi, cette scène, elle m'a beaucoup touché parce qu'il y a aussi cette réappropriation de qu'est-ce qui est beau. Nous, on va faire de l'art pour nous, de nos camarades, et c'est ça qu'on va trouver beau, et on va le mettre en grand sur nos ronds-points. Et je pense qu'il y a aussi de ça dans ton film. Après, il y a des trucs que je dis, moi, que j'ai pas du tout pensé, mais en fait, qui du coup se sentent aussi. Mais c'est que, par exemple, toutes les images qu'on a en manif, en fait, du coup, elles sont prises depuis le Black Bloc, elles sont prises depuis la manif, parce que moi, je filme de là où je suis, tu vois. Et qu'en fait, inversement, une équipe de Netflix ou je sais pas quoi, elle pourrait pas arriver là et se mettre au milieu d'un début d'émeute avec ses grosses caméras et ses grosses bottes et je sais pas quoi, en fait. Et que non, du coup, nous on est là parce qu'on est réellement militant, parce qu'on est réellement sur le terrain, et tu déclenches des fois, enfin souvent, il y a plein d'images, c'est mon propre smartphone et on s'en fout. Et alors comme c'est pareil, j'ai capté qu'il y a aussi maintenant une réflexion dans le cinéma de c'est super de faire des films où il y a un peu des images de smartphone, donc les mecs vont aller acheter un smartphone spécial pour je sais pas quoi, pour avoir une image un peu crade, et etc. Enfin bon, bref. Mais là aussi, du coup, il y a un truc de point de vue qui est complètement lié à où est-ce que tu te positionnes dans la lutte des classes, quoi. D'où est-ce que tu prends tes images, c'est d'où est-ce que tu vis, d'où est-ce que tu survis, d'où est-ce que tu combats, et à qui tu veux parler aussi, quoi. D'ailleurs, ce qui me fait penser peut-être à une dernière scène, vu que ça fait bientôt 1 heure, et comme ça on peut conclure, c'est le tout début du film où on te voit, c'est un plan où tu te prépares pour aller au salon de l'armement, et donc c'est pas situé d'abord, on te voit juste habillé en costard, et tout d'un coup tu te tournes vers la caméra et tu dis ça va, je me fais passer pour un mec qui va au salon de l'armement, et je crois que tu parles à ta mère, ouais. Et elle fait ouais bien sûr. Et je trouve qu'en un plan, tu situes tout l'enjeu de ton film, quoi. Et ouais, c'est marrant. En tout cas, moi, quand j'ai fait le choix de le mettre au début du film, je me suis vraiment dit un truc comme ça de on va annoncer clairement direct à tout le monde que moi je suis pas un cinéaste qui se prend pour je sais pas quoi, et là regardez, j'ai jamais mis de costard et ça se voit, et je demande à ma maman si elle me laisserait rentrer dans son salon d'armement, quoi, et c'est filmé avec mon smartphone à ce moment-là, et c'est elle qui le tient, quoi, et puis du coup c'est vrai que t'as aussi une adresse directe à la caméra, quoi, qui est un truc qui en général se fait pas trop, quoi, et enfin je l'ai appris plus tard. On me l'a fait comprendre, quoi, que ça se faisait pas trop. Enfin, ça c'est pareil, c'est tout un espèce de truc où régulièrement on me dit ouais tu casses des codes de machin, mais des codes que je connais pas, en fait, et c'est pour ça qu'on s'en fout, en fait, quoi. Et voilà, faisons nos outils, faisons nos armes comme on peut, comme on veut, et voilà. Et si ça sert aux nôtres, tant mieux, quoi. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est que dans cette scène aussi, il y a un côté où c'est un peu, bon allez, on est prêts, mais tous qui sommes là en train de regarder, on y va, on s'infiltre, et on vient en fait vraiment avec toi
Il y a un côté vraiment de nous emmener direct, nous comme on y va ensemble, quoi. téléspectateurs. Ah, vraiment, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu les 2 fois. Vraiment, amener, allez, c'est parti, on va tous au salon. Survivre à cette horreur. Oui, c'est vrai. Et en même temps, tu poses le fait que tu t'y infiltres et que tu n'y vas pas en mode... Tu aurais pu commencer dans le salon direct, alors que là, tu nous montres que tu vas... Voilà, t'es undercover un peu, finalement. Et là, il se rejoue le truc que je disais. Si j'avais voulu le vendre à une télé, ils n'auraient jamais accepté un pitch comme ça. Enfin, et il aurait fallu justement que ça... Enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Enfin, tu vois, c'était pas une forme qui était possible. Du coup, c'est bien aussi quand on abandonne l'idée d'exister dans les espaces qui sont pas faits pour nous. Et ben, on invente aussi d'autres formes sans vraiment l'avoir voulu, quoi. Et là, pareil, on peut se le redire, mais ce film, du coup, il n'est pas diffusé par un système capitaliste ou quoi que ce soit. Il est distribué, diffusé... en fait, c'est les militants et les gens qui trouvent ça intéressant partout dans différents pays qui s'en emparent, qui organisent des projections dans leurs centres sociaux autogérés, dans leurs squats, dans leurs ZAD, dans leurs centres de quartier, etc. Quoi. Et il vit comme ça et vraiment il tourne beaucoup, quoi. Et enfin, c'est aussi la preuve que voilà, on est capable de faire des films avec quasiment pas de sous, avec de l'entraide, de la solidarité et de les faire exister. Encore une fois, avec de l'entraide, de la solidarité, de l'auto-organisation. Et je pense que ça s'applique à tout, en vérité. Il faut qu'on se réempare de tout, et quand on le fait par nous-mêmes, on le fait différemment et mieux. Mais c'est comme ça qu'on crée des nouvelles formes. Pour aller un peu vite, on peut dire que le cinéma, c'est des formes bourgeoises qui vont cadrer les corps et tout ça. Et puis là, vu que toi ça naît du terrain, ça naît des gens, parce que tu donnes aussi la caméra à des gens qui n'ont peut-être jamais tenu une caméra auparavant. Et là, tu leur dis, vas-y, fais ton plan. Il y a quelqu'un à un moment donné qui dit, ah ouais, c'est cool d'être derrière la caméra, ouais, j'aime bien. Et il y a aussi, et puis du coup, ça crée, comme tu dis, t'as pas de code, alors tu crées des trucs. Et puis après, d'autres gens vont dire, ah, moi, ce passage-là, je l'ai bien aimé, je vais le reprendre dans mon truc. Donc c'est aussi comme ça, par l'émulsion, qu'on va se détacher aussi de ces formes, entre guillemets, bourgeoises du cinéma, et qui aussi nous restreignent dans ce qu'on peut faire. Parce que comme tu disais, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu parles de ça comme ça, et toi tu t'en fous maintenant. Bah non, en fait, moi c'est de ça que je veux parler. Et je me dis aussi, il y a ce truc par rapport même aux médias, en fait. Nous, quand on donne pas la parole, enfin, on vient pas chercher notre parole de militants, textes, etc. Et de se dire de plus en plus, on les fait, ces médias, en fait. On a, enfin, je sais pas, parole d'honneur. Enfin, je veux dire, c'est issu de ça, par exemple, vraiment de se dire, je sais pas, les autres en tête, mais en fait, on veut pas nous entendre, on prend cette parole. Enfin, je trouve que ce film, je pense, ouais. Et moi, je rajoute un dernier truc, et aussi la mise à disposition du film, c'est-à-dire qu'un seul héros, le peuple, et nous sommes des champs de bataille, depuis le premier jour, ils sont en accès à prix libre sur des sites qui portent le même nom, c'est-à-dire que les gens qui veulent peuvent soutenir financièrement, mettre ce qu'ils veulent, et ceux qui n'ont pas de moyens, ils ont accès au film gratuitement depuis le premier jour, quoi. Et ça, pareil, c'est un essai. Tu peux pas trop aller voir une boîte de prod en leur disant je vais rendre le film gratuit à sa sortie, tu vois. Et tu peux faire ça que si tu le fais en auto-organisation collective et tout, quoi. Et donc voilà, je leur disais aussi, du coup, pour que si les gens veulent voir le film, qu'ils sachent que du coup ils peuvent y avoir accès en ligne. Du coup, c'est un site qui s'appelle noussommesdeschamps-de-bataille.net. Et on vous encourage à organiser des projections et des discussions parce que ça vaut vraiment la peine et c'est des sujets qui méritent vraiment qu'on s'organise autour de ça. Et à faire des films aussi, du coup. Et à faire des films, tout ça. Et puis faire communauté et tout, parce que c'est vrai que moi, toute cette histoire, ça m'a fait, et par rapport à le parallèle et ce que tu montres par rapport à ce message aussi qu'il faut qu'on construise et qu'on renforce des lieux... cette façon de faire communauté, etc. Et je me dis, en tout cas, je vois à Genève, quand tout d'un coup, un des chevals de bataille un procureur dans les années au début des années 2000, qui était de fermer tous les squats, en fait, c'est une manière aussi de nous séparer, d'essayer de... Voilà, il y a des crèches qui se sont fermées comme ça, des cuisines populaires, enfin... Et ça va avec... le fait d'essayer de déconstruire ces lieux. D'ailleurs, on est dans un super lieu comme ça qui tient. Hein. Mais voilà, et de recommencer ça, de pas désespérer, quoi. Merci beaucoup, Caro et Mathieu. C'était super. Merci à vous. Discuter avec vous. Oui, merci beaucoup. Et on se revoit la prochaine fois pour un nouvel épisode. Pour comprendre ce qui est à l'œuvre et comment tout ça fonctionne, nous allons enquêter ensemble.
Voici une carte des rouages et un plan d'évasion.